Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire sur le rôle du représentant des usagers dans la certification des établissements de santé. Pour ce deuxième webinaire de l'année sur le sujet qu'on a la chance de pouvoir proposer en partenariat avec le réseau Santé Qualité Risque. Donc, je remercie tout de suite Laurine qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va vous proposer une super présentation sur la thématique pour vous aiguiller sur votre rôle en tant que RU dans la certification. Je vous souhaite donc tous d'abord un très très bon webinaire. On va vous rappeler un petit peu les consignes pour interagir aujourd'hui avec nous. Ceux qui ont un petit peu l'habitude de l'outil, je vois déjà qu'on a des personnes qui nous disent bonjour via le chat. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour discuter avec nous. C'est volontaire en fait. Les intervenants, nous sommes en caméra et en micro. Vous pouvez tout à fait discuter via le chat et on sera attentif à ce que vous pourrez dire dans cette rubrique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et en abuser pour échanger avec nous. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions qui permettent de mettre en avant vraiment vos questions importantes et qu'on puisse les traiter plus facilement. Donc, n'hésitez pas, on est là pour avant tout répondre à vos questions. Laurine va vous présenter plein d'éléments, mais le plus important est vraiment de pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, formulez si vous avez des questions et on est là pour y répondre. Je vous souhaite à tous un très très bon webinaire ce matin. Et donc, on va pouvoir commencer la présentation. Et je vais laisser d'abord la parole à Laurine qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurine. Bonjour, merci beaucoup Maureen. Bonjour à tous. Alors, pour commencer un petit peu, donc l'idée aujourd'hui, ce matin, c'est de vous présenter un petit peu, voilà, qu'est-ce que la certification dans les établissements de santé, quel est le rôle des représentants des usagers, et enfin les points clés de cette nouvelle certification V 2024. Donc l'idée, c'est vraiment, comme le disait Maureen, que ce soit des temps d'échange. Donc on fera des points, je ferai des pauses assez régulières pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous êtes du nouvellement nommé représentant des usagers, vous allez avoir pas mal d'infos. Je sais que voilà, parfois vous avez des questions qui vous reviennent après coup, donc n'hésitez pas, hein, je laisse mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions, aujourd'hui, on y répondra, et sinon, n'hésitez pas, mon mail est là. Donc si vous souhaitez poser vos questions dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, n'hésitez pas, on reste toujours disponible. Alors pour commencer, donc moi je suis Laurine Dutoit, donc ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Je ne sais pas de quel établissement vous êtes, mais en fait le réseau santé qualité risque, c'est un réseau qui est ouvert à tous les professionnels des établissements et services sanitaires et ou médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc en fait, on a un peu plus de 150 établissements adhérents, donc c'est vrai qu'on sillonne à peu près toute la région. Donc voilà, on a le CH de Lens, le CHU de Lille, le CHU d'Amiens, on a les plus petits établissements, CH d'Armentières, etc. Donc voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de nous, vous avez peut-être déjà vu des affichages du réseau santé qualité risque au sein de vos établissements. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un petit peu la notion et que vous sachiez que voilà, derrière le réseau santé qualité risque, il y a une petite équipe et on reste à disposition si vous avez des questions, notamment sur la qualité et la sécurité des soins. Donc, on a 148, maintenant un peu plus de 150 adhérents. On a 57 établissements adhérents en Nord-Pas-de-Calais, 43% en Picardie. Donc, on a essentiellement des établissements sanitaires, bien que voilà, la partie médico-sociale commence à se développer de plus en plus avec notamment les évaluations qui sont devenues obligatoires par la Haute Autorité de Santé au niveau du médico-social depuis peu. Donc un réseau qui est au service des acteurs de santé. Donc en fait, on contribue au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. L'idée en fait, c'est qu'on va vraiment accompagner les établissements dans leur démarche qualité au quotidien. On va les aider à préparer leur visite de certification. Donc là aujourd'hui, en fait, on va vous aider justement, on va vous donner quelques billes pour voilà, connaître ce qu'est la certification et quel est votre rôle et comment vous pouvez vous impliquer au sein de vos établissements pour aider votre établissement, notamment dans sa démarche qualité. Donc, on apporte aux professionnels, aux services et établissements
un appui opérationnel. Donc on est vraiment, voilà, l'idée c'est de vraiment être très proche du terrain. On développe des expériences innovantes et des projets pilotes. Donc on a plusieurs enquêtes, plusieurs projets, innovants, notamment, actuellement l'enquête Choisir avec soi en gériatrie. On mutualise et on valorise les expériences et les expertises régionales. On organise énormément de retours d'expérience sur les visites de certification pour aider du coup, les établissements dans leur démarche. On garantit l'expertise des intervenants du réseau. On a une branche du coup, formation, avec, nos intervenants. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé et on intègre, l'usager comme coacteur de la sécurité de la qualité et de la sécurité des soins. Donc on a vraiment la volonté du réseau et vraiment de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de ses membres. Donc voilà, on réalise toujours une enquête attentes et besoins auprès des établissements de santé pour savoir un petit peu, voilà, quelles sont leurs attentes et on est vraiment, nous, on est vraiment là pour, répondre à leurs demandes, chaque année. Donc on a 2 parties au niveau du réseau. On a une partie en fait, pour nos adhérents uniquement, où là ce sera des audits croisés. Par exemple, nos audits croisés sur la prise en charge médicamenteuse tous les 2 ans, nos enquêtes régionales. On a des groupes de travail, des groupes d'échange, on a des appuis au niveau des établissements. Si des établissements se sentent en difficulté, on peut aller sur site et les aider sur des sujets particuliers où vraiment on réalise un petit état des lieux sur, voilà, où on balaye vraiment tout, que ce soit le médicament, le risque infectieux et cetera. On a des projets nationaux, au niveau de la FORAP, on organise des formations, on a une veille et un service documentaire et notamment on a des SOS qualité. En fait, si un établissement, a une question, donc nous, on regarde dans notre base de données. Si on n'a pas la réponse, on lance un SOS qualité auprès de tous les établissements de la région. Voilà, pour que l'établissement ne parte pas de zéro et que voilà, ce soit vraiment le but, c'est vraiment de mutualiser et s'entraider. Et ensuite, on a une branche, donc là, on est, structure régionale d'appui, donc missionnée par l'ARS pour tous les professionnels de la région, où en fait, on accompagne les établissements, notamment au niveau de la déclaration des événements indésirables graves. On organise des rencontres, régionales, notamment le prix qualité. On a des formations ciblées, donc en lien avec l'ARS, des accompagnements ciblés, donc là, c'est plutôt post-visite de certification, des projets régionaux et on participe aux instances, du coup, régionales. Voilà pour ce qui est de l'activité, du réseau. Je laisse la main à Maureen, du coup, pour la présentation de France Asso Santé. Oui, merci, Laurine. Je vais aller très vite puisque on part quand même du principe que les gens qui sont là connaissent un tout petit peu France Asso Santé. Donc je vais juste revenir très brièvement sur, qui nous sommes. Donc France Asso Santé, c'est le nom choisi, publicitaire, pour, l'Union nationale des associations agréées du système de santé. Ça, c'est notre nom, juridique. C'est comme ça que nous sommes dans le code de santé publique. Nous sommes l'organisation de référence sur la représentation des usagers du système de santé avec un objectif principal, défendre les droits des usagers, porter leur voix, leurs problématiques au niveau national et au niveau local, puisqu'on a la chance à la fois de pouvoir s'appuyer sur un collectif associatif, c'est des centaines d'associations au niveau national et au niveau régional, et territorial puisque nous sommes présents donc dans toutes les régions de France. Ici, nous sommes en Hauts-de-France, donc nous sommes une des délégations Hauts-de-France, mais on peut vraiment s'appuyer sur ce réseau que l'on constitue avec nos collègues des autres délégations, où il y a des équipes permanentes et des équipes élues dans toutes ces délégations qui nous permettent aussi d'appuyer notre plaidoyer, notre mission d'action de défense des droits sur l'ensemble du territoire français, qu'il soit métropolitain ou outre-marin. Nos grandes missions, et je vais aller très très brièvement dessus, mais on a la mission principale de défense des droits, la mission de représentation. Vous êtes RU, on vous représente, vous représentez, tout ce travail autour de la représentation, et puis l'action sur les lois. Donc c'est notre grande mission. On essaye en tout d'influencer les lois pour qu'elles aillent dans le bon sens, dans le sens du respect des droits. Et à travers ces grandes missions, elles découlent sur des missions concrètes, et notamment la mission de formation et d'information des représentants des usagers et du grand public. Cette mission qui nous ramène aujourd'hui
à vous proposer ce webinaire. Donc nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de partenaires régionaux qui peuvent nous proposer de l'information. Aujourd'hui, donc sur la certification, on s'appuie sur le réseau santé qualité risque pour vous proposer cette information à destination des représentants des usagers pour vous outiller dans votre mandat et que vous puissiez être plus fort dans votre représentation au quotidien dans vos établissements. Je vous ai rappelé un petit peu toutes nos coordonnées. On est très actifs donc sur les différents réseaux sociaux. On a une page internet qui est très alimentée et donc j'en profite pour finir pour vous rappeler que l'ensemble de nos webinaires à chaque fois sont enregistrés, sont mis à disposition donc en replay sur notre page régionale avec les diaporamas. J'ai déjà mis dans le chat le lien de cette page, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes arrivé un petit peu en retard ou que vous devez partir un peu plus tôt ou que vous souhaitez juste, par plaisir, nous revoir en replay. Tout ça est accessible sur notre page régionale. C'est aussi l'enjeu de rendre cette information le plus accessible pour vous au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller consulter tous ces liens. De toute façon, j'ai tout remis dans le chat et tout sera mis à disposition par la suite sur cette page régionale. Laurine, je te remercie, je te redonne la parole. Merci Maureen. Alors pour commencer, du coup, l'idée c'est de vous présenter un petit peu la certification. Donc c'est quoi la certification? Donc la certification, c'est piloté par la Haute Autorité de Santé. Vous avez déjà entendu sûrement parler de l'acronyme HAS. Donc c'est la Haute Autorité de Santé qui pilote la certification. Donc la certification concerne tous les établissements de santé, que ce soit des hôpitaux, des cliniques, que ce soit privés ou publics. Ça permet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins pour améliorer du coup la qualité des prestations. On est bien sûr, voilà, l'évaluation porte sur la démarche qualité de l'établissement et on va aller sur le terrain, donc évaluer cette qualité et sécurité des soins au plus proche des professionnels. Ça s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expression du patient et au pilotage de l'établissement. Donc, c'est un dispositif d'évaluation externe, c'est des experts visiteurs qui viennent en établissement, c'est indépendant et c'est obligatoire. Et donc, la certification a lieu tous les 3 ans. Je ne sais pas si parmi les participants, je pense qu'il y en a peut-être certains qui ont déjà participé à une visite de certification. Donc voilà, ça a lieu tous les 4 ans et c'est piloté par la Haute Autorité de Santé. Donc pour vous faire un petit rappel, très rapide sur, qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé. Donc l'AHS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Ça a été créé par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et donc l'idée c'est, l'AHS vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Pourquoi la certification? Donc l'idée c'était vraiment d'apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes, notamment des usagers. Que les usagers puissent connaître le niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé, que ce soit les attentes des professionnels, que la qualité soit vraiment un outil de management interne qui améliore du coup les pratiques et aussi des attentes au niveau des autorités de tutelle, donc notamment l'ARS, le ministère, pour que ce soit un rôle dans la régulation par la qualité. Donc je vois la première question, est-ce que l'hospitalisation à domicile est-elle concernée? Oui, les HAD sont concernés du coup par la certification. Donc, qui est certifié? C'est tous les établissements de santé, publics ou privés, quelle que soit leur taille et leur activité. Donc, ça peut être des établissements MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique, ça peut être des établissements psychiatriques de santé mentale, ça peut être de l'hospitalisation à domicile, etc. Tous les établissements de santé sont concernés. Comment se passe une visite? Donc, en moyenne, en fait, une visite dure environ 2 à 5 jours. Souvent, c'est une petite semaine. Ce sont des experts visiteurs qui viennent évaluer dans l'établissement le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Donc, les experts visiteurs vont s'appuyer sur un référentiel. C'est un guide qui va décrire la démarche, on le verra juste après, un manuel, un calendrier de visite qui est envoyé du coup à l'établissement. Et voilà, l'établissement et la Haute Autorité de Santé se concertent pour valider ce calendrier de visite. Et les experts visiteurs vont utiliser des méthodes sur le terrain, notamment des entretiens avec des patients, pour retracer du coup leur parcours lors de leur hospitalisation. Avec les professionnels, il y aura des audits, des rencontres avec les représentants des usagers. Et d'autres méthodes, on vous expliquera tout après, hein. Donc voilà, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une visite de certification, ça dure environ une semaine et c'est des experts visiteurs qui viennent du coup dans l'établissement, donc des personnes extérieures
qui viennent évaluer du coup le niveau de qualité des soins. Donc qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc l'expert visiteur, ça peut être des professionnels qui sont encore en activité ou à la retraite depuis moins de 3 ans. Ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou des gestionnaires de risque. Et donc les équipes, souvent, on est à 2 à 4 experts visiteurs qui viennent du coup dans l'établissement sur une semaine. Ça peut être des groupes un peu plus nombreux d'experts visiteurs si l'établissement est de grande taille. Par exemple, pour le CHU de Lille ou le CHU d'Amiens, on a du coup plutôt 8 experts visiteurs qui viennent sur le terrain parce que voilà, c'est des gros établissements. Qu'est-ce que le manuel de certification? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les experts visiteurs vont s'appuyer sur un manuel de certification. En fait, ce manuel, c'est vraiment le socle du dispositif de certification, où en fait, on va retrouver du coup tous les objectifs et les critères que l'établissement doit satisfaire et tous les éléments qui sont nécessaires à leur compréhension et leur évaluation. C'est-à-dire, c'est vraiment les experts visiteurs viennent avec ce manuel et voilà, identifient du coup les critères et vont aller sur le terrain les évaluer. Donc cette approche facilite, ainsi l'appropriation par les professionnels et les représentants des usagers parce que vous pouvez du coup vous appuyer sur ce manuel pour réaliser du coup votre évaluation en interne. Si vous souhaitez vous préparer, l'établissement va se préparer du coup à la visite des experts visiteurs et donc va se baser sur ce manuel pour s'entraîner. Et donc l'établissement peut aussi s'en servir comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Mais c'est aussi du coup utilisé par les experts visiteurs comme document de référence pour la conduite de la visite. C'est vraiment ce manuel, c'est vraiment ce qui est utilisé par les experts lors de la visite et par les établissements pour s'entraîner et pour comment pour on va dire garder cette dynamique de démarche qualité au quotidien. Donc je vous ai remis le lien vers le manuel de certification. Donc voilà, le manuel de certification se présente juste comme ça. Et il y aura juste, voilà, juste pour information, il y a un nouveau manuel qui va paraître en janvier 2025. Donc la Haute Autorité de Santé est en train de le modifier. Tout nouveau manuel en janvier 2025 qui sera du coup, mis en place, en septembre 2025 sur le terrain. Donc l'HS laisse de janvier à septembre les établissements pour, s'approprier du coup, le manuel. Donc pour vous donner des petits exemples, donc voilà, quand on ouvre le manuel, donc on retrouve du coup les critères. Ici, si on prend l'exemple du critère 1.2-08, le patient bénéficie des soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Donc on remarque, donc on va dire, il y a un petit texte qui explique voilà ce qui sera recherché par les experts et ensuite les éléments d'évaluation. Donc pilotage, ce qui permet c'est, voilà, on va aller voir au niveau du pilotage au niveau de l'établissement, donc mettre à disposition des recommandations de bonnes pratiques et former les professionnels. Donc les experts visiteurs iront voir si l'établissement a formé les professionnels, au niveau de la prise en charge de la douleur. Au niveau des actions, est-ce que les professionnels anticipent ou soulagent rapidement la douleur du patient? Est-ce que c'est argumenté au niveau de la pertinence des décisions de la prise en charge? Est-ce que si besoin, les professionnels appellent un réseau d'équipes, de recours ou d'expertise? Et au niveau de l'évaluation, est-ce que l'établissement a mis en place des plans d'action d'amélioration? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui évaluent la prise en charge de la douleur? L'idée, en fait, on retrouve vraiment toutes les infos au niveau du manuel et l'idée, c'est de, voilà, de pouvoir voir ce que les experts iront chercher le jour de la visite. Et donc ensuite, on a voilà, des petits schémas explicatifs. Donc ça, c'est à titre indicatif pour la prise en charge de la douleur. Donc voilà comment, l'expert va aller chercher donc, recherche et mesure de la douleur. Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce que l'évaluation, est adaptée à la situation clinique du patient? Est-ce que l'échelle est adaptée? Le traitement de la douleur, une mise en œuvre pluriprofessionnelle de la stratégie de prise en charge. Est-ce que c'est réévalué? Est-ce que la douleur est réévaluée? Si nécessaire, est-ce qu'il y a un recours à un réseau d'expertise avec toujours en lien le dossier où en fait les experts iront vérifier la traçabilité dans le dossier. Donc en fait, voilà, si vous n'avez pas connaissance du manuel, je vous invite à aller le feuilleter. Vous allez voir toutes les infos, ils sont vraiment dedans.
Alors pour terminer sur cette partie et après je réponds aux questions. Donc quels sont les résultats de certification? Donc on a 4 niveaux. On a des établissements certifiés avec mention, où on a une nouvelle visite sous 4 ans. Donc avec mention, c'est, les établissements qui sont en vert foncé. Des établissements certifiés avec une nouvelle visite sous 4 ans, donc c'est plutôt, vert clair. Des établissements certifiés sous conditions, donc là c'est orange, où en fait la visite est reprogrammée entre 6 et 12 mois, et des établissements non certifiés, donc là c'est en rouge avec des visites programmées entre 12 et 24 mois. Et ensuite, donc une fois que les experts sont venus sur les terrains, la diffusion du résultat de certification est rendue publique sur le site internet de l'AHAS, donc sur Scaliscope. C'est diffusé auprès de l'agence régionale de santé et l'AHS demande à l'établissement de le diffuser au sein de l'établissement auprès des professionnels et des usagers. Alors, je vois qu'il y a des questions. La visite est-elle annoncée? Alors, oui, la visite est annoncée. En fait, l'établissement reçoit, on va dire 1 à 2 mois avant, la visite qui est prévue. Donc en fait, l'établissement, aura, par exemple, le mois, de venue des experts visiteurs, donc par exemple décembre 2024, et 2 mois avant, donc l'AHS va envoyer, un calendrier de visite, à l'établissement avec du coup la semaine, annoncée et les dates de visite. Donc vous avez, le mois de visite et 2 mois avant, vous avez du coup vraiment, la semaine, de venue des experts visiteurs. Donc la visite est bien annoncée en amont. Les associations d'aide aux personnes sont-elles concernées? Exemple ADAR. Non, ça par contre, les associations d'aide aux personnes ne sont pas concernées par la visite de certification. Ensuite, J'avais une vous question aussi dans le chat concernant l'indépendance des experts visiteurs. oui, alors en fait, les experts visiteurs, ce sont des professionnels qui sont sur le terrain. Pour vous donner un exemple très concret, donc mon collègue qui est, anesthésiste réanimateur, lui est expert visiteur. Par contre, voilà, il ne peut pas, réaliser de visite de certification, dans la région. Donc l'idée, c'est qu'il soit hors région. Donc en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de conflit d'intérêts, lors des visites de certification. Donc les experts visiteurs sont vraiment «indépendants» entre guillemets, de je ne sais pas si c'était ça, là, si j'ai bien compris la question, mais voilà, les experts visiteurs sont vraiment indépendants. Il n'y a pas de conflit d'intérêts avant d'arriver en visite de certification et l'idée donc, c'est que les experts sont souvent, des personnes hors région ou alors s'ils sont de la région, c'est qu'il y a pas de conflit d'intérêts. Alors pour la chirurgie ambulatoire, la prise en charge de la douleur est-elle différente après le retour à domicile? Bah, là, c'est une question un peu plus spécifique, mais oui, pour la prise en charge, en fait, en ambulatoire, là, actuellement, ce que les experts visiteurs vont rechercher, c'est surtout, le retour à domicile. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que, donc la prise en charge de la douleur sera forcément différente au retour à domicile, mais là, ce sera les professionnels de ville qui vont prendre le relais. Est-ce que les experts visiteurs, du coup, essaieront d'aller chercher, c'est de voir le lien que l'établissement fait avec les professionnels de ville pour s'assurer que la prise en charge de la douleur soit, prise en charge, en fait, à l'hôpital, mais aussi au retour à domicile par les médecins de ville, les professionnels de ville. Je ne sais pas. Ah ouais, il n'y a pas d'autres questions. Où il y a une question sur le Ah. corporatisme potentiel des experts. Bah, en fait, le souci alors, c'est, la grosse difficulté qu'on a nous, actuellement, c'est qu'en fait, en fonction d'un établissement, comment dire? C'est très expert visiteur dépendant. C'est qu'une visite de certification
ne se passera pas de la même façon en fonction du groupe d'experts visiteurs qui viendra du coup dans votre établissement. On a des experts visiteurs où, par exemple, le risque infectieux, c'est quelque chose qui leur tienne un peu plus à cœur. Donc, on sait qu'ils iront un peu plus sur le champ du risque infectieux. D'autres, ce sera plus, par exemple, la prise en charge de la douleur. D'autres, ce sera plus finalement système d'information. Et donc, on sait que certaines visites de certification sont plus, donc voilà, c'est très expert visiteur dépendant, mais ça, malheureusement, on peut rien y faire. Je sais que l'HAS essaye de régulièrement réaliser des e-learning auprès des experts visiteurs pour que les visites se passent toutes de la même façon, mais en fonction de l'intérêt de l'expert. Voilà, on a parfois c'est très expert visiteur dépendant aussi, voilà. Après, dans un groupe d'experts visiteurs, quand vous parlez de corporatisme, on a souvent un médecin, un cadre de santé, gestionnaire de risque, et ça, pour le coup, il y a pas vraiment pour les catégories professionnelles, on n'a pas vraiment d'intérêt pour les experts n'ont pas d'intérêt pour une catégorie plus qu'une autre parce que, bah, voilà, si je suis médecin, je parle qu'aux médecins, ou si je suis cadre, ben, forcément, je vais favoriser plus les cadres. Ça, on le voit pas trop. C'est plus en fonction de leur spécificité, en fait. On va dire que, certains médecins, ce sera plus la douleur, certains médecins, ce sera plus le risque infectieux, certains pharmaciens, ce sera plus du coup, ils vont plus s'axer sur la pharmacie. C'est plus là où c'est expert visiteur dépendant. Pas trop dans le corporatisme où c'est plus, l'intérêt à défendre une catégorie professionnelle, mais, c'est plus, ouais, plus, en fonction de la subtilité de l'établissement. De l'expert, pardon. Alors ensuite, sur les affiches de certification, pourquoi l'année n'est-elle pas indiquée? Bah, après, c'est un choix d'établissement. Vous pouvez très bien demander, vous, l'année de visite, le mois de visite, de votre établissement. Ça, c'est un choix d'établissement. Il y en a qui ne diffusent pas, il y en a qui diffusent. Donc ça, c'est vraiment au choix de l'établissement. Alors ensuite, la prise en charge de la douleur en ambulatoire doit être anticipée lors de la consultation préambulatoire. Oui, bah ça, c'est ce qu'on retrouve du coup dans le manuel de certification. Si la l'AHS nous demande à être présent pendant la visite en nous cochant les heures de présence et que l'établissement nous appelle pour nous dire que ce n'est pas la peine, que peut-on faire? Alors, en fait, vous allez avoir le calendrier de visite. Les établissements vont sûrement vous appeler pour dire, bah voilà, les experts vont être là, vont demander à vous interviewer tel jour sur, le créneau, 14-16. Mais attention, en fonction de ce que les experts vont voir sur le terrain, le calendrier de visite peut être modifié. Donc il se peut que l'établissement vous appelle en vous disant: «Bah, écoutez, c'est pas la peine de venir cet après-midi, mais plutôt, revenez, demain parce que, voilà, le temps d'échange avec les représentants des usagers ont changé». Mais normalement, vous devez être interviewé par les experts visiteurs dans tous les cas. Alors ensuite, exemple, présence des rues par la HS à la gouvernance et l'établissement décline. Alors je ne sais pas si vous parlez lors de la visite de certification, mais oui, vous pouvez participer. De toute façon, on va le voir juste après. Vous pouvez participer aux réunions d'ouverture, réunions de clôture lors de la visite. Alors je ne sais pas pourquoi l'établissement décline, ça je Et j'irais même plus loin, honnêtement, Laurine. Je pense que l'établissement n'a pas du tout intérêt à décliner ça. bah ouais, c'est pour ça, ouais. Et que dans ce cas-là, il joue un jeu dangereux s'il décline et il refuse la présence des RU. Pour moi, il joue un jeu assez dangereux concernant sa certification. L'idée, c'est vraiment, en fait, il faut que l'établissement montre que les représentants des usagers sont impliqués dans l'établissement. Donc, en fait, l'établissement, n'a pas intérêt à décliner comme le dit Maureen parce que en fait, ben, ça va lui porter préjudice pour la suite de la visite. Donc, normalement, vous devez être présent,
si vous le souhaitez, aux réunions d'ouverture, réunions de clôture, et lors de la visite des experts visiteurs, vous allez être interviewé. Donc normalement, voilà, l'établissement ne peut et ne doit pas décliner. Après, voilà, je ne sais pas de quel établissement vous faites partie, mais c'est étonnant. Et sans vouloir spoiler la suite de ta présentation, il y a quand même des temps qui sont dédiés aux représentants des usagers qui font que si l'établissement met des bâtons dans les roues à la participation des représentants des usagers, dans tous les cas, les experts visiteurs vont quand même les rencontrer. Donc, l'établissement n'a vraiment pas intérêt à revenir sur ce qu'ont dit les experts visiteurs concernant l'application des RU. Ah oui, l'HS nous a dit que l'établissement peut le faire, mais comme vous dites, cela fait un mauvais point. Oui, en fait, l'HS peut vous dire que l'établissement peut décliner, mais en fait, pour l'instant, on ne l'a jamais vu au sein des établissements de la région. Pour moi, voilà, tous les établissements ne sont pas passés en visite V 2024 ou V 2020, mais voilà, l'établissement n'a pas intérêt à décliner. L'idée, c'est vraiment de vous impliquer lors de la visite. Ensuite, il y avait une question dessus. En extrapolant, les experts visiteurs n'ont pas intérêt à être sévères au regard de l'état de santé de nos hôpitaux. Débat ou pas? Alors en fait, c'est pas être sévère ou pas sévère, c'est qu'en fait, ils suivent le manuel de certification et soit le critère est atteint, soit le critère n'est pas atteint, et à l'heure actuelle, on a des établissements non certifiés, hein. En fait, l'état de santé des hôpitaux, l'idée c'est vraiment, voilà, est-ce qu'ils répondent ou non, aux exigences? Est-ce qu'il y a, mise en danger de la prise en charge du patient? Est-ce que voilà, il y a plein de critères derrière, et donc c'est pas être sévère, hein, c'est juste qu'ils répondent, du coup, aux critères déclinés dans le manuel, et si l'établissement n'y répond pas, ben, c'est une certification sous condition ou alors c'est une non certification. Alors, je suis jeune représentante d'usagers. Quel genre de questions pouvons-nous avoir? On va le voir juste après. Les experts visiteurs peuvent demander à rencontrer les personnes qu'ils souhaitent pour comprendre les pratiques si nécessaire. Oui, ça c'est vrai, on va le voir juste après aussi. Les experts visiteurs sont vraiment sur le terrain et peuvent du coup aller interpeller les professionnels, les représentants des usagers, les secrétaires, etc., pour leur poser des questions et voilà, et comprendre, on va dire, la prise en charge de patients. C'était pour siéger à la gouvernance lors de la visite expert. À la demande des experts visiteurs. Ouais, bah, je pense qu'après ils n'ont pas décliné, je ne sais pas si je comprends bien, mais si lors de la visite des experts, l'établissement, ne veut pas que vous soyez présent, c'est ce qu'on vous disait, il se met plutôt une balle dans le pied que voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que vous êtes impliqués. On va le voir, hein, de toute façon, c'est la partie qui arrive, et en effet, en fait, les experts ne sont pas sévères, ils font juste des constats, ils reprennent vraiment, le manuel, les critères, et soit l'établissement y répond, soit l'établissement ne répond pas aux critères, et donc là, bah, voilà, l'idée, c'est vraiment que l'établissement, ait une dynamique et apporte, une meilleure prise en charge aux patients. Il nous a émis des croix pour notre calendrier rue lors de cette visite. Bah, je vous propose de continuer, comme ça vous allez voir un petit peu le calendrier de visite, etc., et puis je pourrais vous montrer, un petit peu comment ça se passe, parce que je vois que les questions qui arrivent, c'est plus sur la partie qui va suivre. Alors, quelle est la place des représentants des usagers donc dans cette visite de certification? Donc en fait, le rôle des représentants des usagers, bah, ça va être de porter du coup la voix des usagers. Vous allez être vraiment le porte-parole. Vous allez aussi instaurer un partenariat avec les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les cadres, tous les soignants, les responsables médicaux et managériaux. En fait, l'idée, c'est que vous allez faire le lien entre les usagers, les patients dans l'établissement, mais aussi les professionnels et la gouvernance. Et vous allez du coup participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients.
Donc les interlocuteurs, que vous allez rencontrer dans vos établissements, alors là, c'est vraiment à titre indicatif, hein. Ça va être principalement les personnes responsables de la relation avec les usagers, le directeur de l'établissement, le directeur qualité, l'ingénieur qualité. Ça peut être toute autre personne, ça peut être des cadres de santé, ça peut être des soignants, ça peut être des médecins. Mais voilà, je vais sur la liste, on vous a mis les 4 où normalement vous êtes en lien et vous devez avoir un lien, au sein de vos établissements. Donc quelles sont les étapes de la certification? Donc en fait, la certification va se dérouler en 4 étapes. Il y aura la première étape où en fait l'établissement va s'engager dans la procédure de certification, va s'entraîner donc et ensuite il y aura la visite des experts visiteurs. Il y aura une décision de certification et ensuite une publication des résultats et le retour par l'établissement de cette visite. Si on reprend les étapes une à une, donc l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification. Donc en fait, la direction de l'établissement va intégrer du coup les données, issues des bases nationales, va valider, mettre à jour les données de l'établissement et va préparer du coup sa visite de certification. Et donc en exemple pour les représentants des usagers, l'idée c'est vraiment pour vous préparer de faire un petit peu une prise de contact avec les directions, le responsable qualité, de prendre connaissance du manuel de certification. De participer à l'évaluation interne, d'aller voir vos ingénieurs qualité et dire: «Ben, voilà, comment je peux m'impliquer? Comment je peux participer à la préparation de la visite de certification?» et vous préparer aussi à la rencontre avec les experts visiteurs. On le verra juste après, hein. Donc la deuxième séance, c'est les experts visiteurs, du coup, qui viennent dans les établissements. Donc la première étape, il y aura une séance du coup, inaugurale, une réunion, on va dire, la toute première réunion, de visite de certification avec l'implication dans la certification. Donc quelle collaboration avec les professionnels? Quel rôle dans l'établissement? Le bilan journalier, est-ce qu'il y a la participation à la réflexion de la direction et des équipes? Au cours de la visite, des rencontres spécifiques entre représentants des usagers, experts visiteurs, pardon. Et on va recueillir, le recueil de l'expérience des représentants des usagers et ensuite on a une séance de restitution avec la participation à la présentation des résultats. Alors voilà des exemples de questions qui peuvent être posées par les experts visiteurs. Donc là, c'est à titre indicatif, c'est nous ce qu'on retrouve souvent en région. Après voilà, vous pouvez, il y en a d'autres, que vous retrouvez du coup dans le manuel de certification. Donc si on prend, l'item recueil de l'expression du patient, voilà les questions qui peuvent vous être posées. Donc est-ce que les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients, ISATI, ces questionnaires de sortie, vous sont-ils communiqués? Est-ce que vous contribuez à leur analyse? Est-ce que vous participez à d'autres enquêtes de satisfaction? Au niveau de l'implication dans l'établissement, est-ce que vous considérez avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires, par exemple à la CDU? Quel rôle avez-vous dans ces comités? Est-ce que vos propositions sont prises en compte? Au niveau des événements indésirables, est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable aux courriers, aux plaintes et réclamations? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous êtes informé des réponses apportées par l'établissement? Est-ce que vous avez connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction d'ISATIS? Est-ce que vous êtes associé à l'analyse des retours d'expérience des patients et des usagers? Est-ce que vous participez aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Voilà, donc ça, c'est des questions qui peuvent vous être posées du coup lors de la visite de certification. Il y a d'autres questions, c'est vraiment à titre d'information. Donc vous pouvez du coup, là si, pas de panique, hein, si, voilà, on a lu les questions, si vous vous dites: «Mince, mais ça je fais pas, ça je fais pas». L'idée c'est vraiment d'aller voir du coup, vos interlocuteurs en établissement et de leur dire: «Bah, voilà, ça je me sens pas trop impliqué. Est-ce que vous pouvez pas, m'impliquer un peu plus? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?» et cetera. N'hésitez pas aussi à proposer votre aide. Ensuite, la troisième étape, donc c'est la décision de certification. Donc la l'AHS transmet le rapport de visite à l'établissement. L'établissement peut du coup, transmettre ses observations et ensuite c'est la commission de certification qui émet une décision de certification. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est diffusé, donc c'est une diffusion qui est publique sur le site, Qualiscope. C'est une diffusion aux agences régionales de santé et c'est une diffusion au sein de l'établissement et l'idée, c'est que l'établissement présente
les résultats de certification lors de la CME et lors de la CDU. Et c'est là où, en fait, le représentant des usagers peut être inclus dans le plan d'action d'amélioration. Où vous pouvez vous dire, bah là, voilà, là, on a pêché un petit peu, est-ce que je peux participer? Est-ce que je peux être pilote, par exemple, de cette action? Vous pouvez bien évidemment vous impliquer, sans souci dans les actions, que l'établissement va mettre en place. Et donc ensuite, pourquoi s'impliquer dans la certification? Donc c'est vraiment renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. L'idée, c'est de faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers. C'est vraiment de favoriser la collaboration représentants des usagers et professionnels de santé. Pardon. Ensuite, ce sera de contribuer à la transparence de la procédure. L'idée, c'est que voilà, vous êtes des personnes extérieures, vous n'êtes pas des professionnels. C'est d'avoir ce regard extérieur qui permet du coup aussi d'évaluer la prise en charge des usagers. Ensuite, c'est favoriser la confiance en la certification. Donc, c'est basé sur des retours, des points de vue qui, en les croisant avec ceux des professionnels, permettent du coup d'obtenir une photographie à un instant T de la situation de l'établissement et de ses forces et ses faiblesses. En fait, l'idée, c'est vraiment la visite de certification. Ce sera vraiment une photographie à un instant T. Donc, malheureusement, si ça se passe mal lors de cette visite, bah voilà, c'est une photographie à l'instant T. Les experts visiteurs sont là sur une semaine. Donc voilà, c'est pour avoir aussi, ça permet d'obtenir une vision de la qualité de l'établissement. Ensuite, il y a une réelle implication des représentants des usagers, donc en collaboration avec les professionnels, favorise du coup la résolution des dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Et donc, le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public. Là aussi, vous pouvez du coup informer les usagers sur l'existence des visites de certification, des enjeux de la certification et pourquoi c'est important d'y participer. Et vous êtes du coup le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Et ensuite, ce sera de participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient. Ce qui va coïncider avec les missions de la CDU, ce qui va permettre d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du patient traceur qu'on verra juste ensuite, et qui va assurer la prise en compte de l'expérience des usagers, de la valeur accordée à cette expression. Donc, comment s'impliquer dans la certification? Donc, voilà, je vous ai remis un petit topo, hein. Entre représentants des usagers, c'est vraiment forger votre point de vue. Pardon. Laurine, je te propose de prendre 30 secondes de pause, que Vas-y, ouais. tu puisses... Il y a des questions en plus. Je vais poser comme ça des questions, que tu puisses vraiment reprendre ton Ouais. souffle et boire un coup. Ça m'est arrivé en webinaire, c'est pas très agréable, donc c'est important de pouvoir reprendre tranquillement. Moi, j'avais fait l'erreur de vouloir continuer, ça a été un webinaire très compliqué. Merci Maureen. Donc, alors j'ai une question, je sais pas si ce que veut dire cette personne, mais un projet des usagers est-il en place? Donc oui, effectivement, je pense que c'est plutôt dans le cadre de la certification, on va questionner cet aspect-là. Oui, c'est ça. On a une question sur les RU rencontrés donc, par les experts visiteurs. Est-ce qu'ils rencontrent tous les RU en groupe, individuellement ou partiellement, seulement certains RU? Je crois qu'il y avait donc il y a des gens qui se répondent un petit peu, qui disent que dans leur établissement tous les RU ont été rencontrés ensemble. D'autres disent que bah, ça dépend vraiment des CDU. Laurine, je te laisse compléter sur, Ouais, sur c'est ce ça. point-là. En fait, ça dépend vraiment des experts visiteurs. Il y a des experts visiteurs où en fait les représentants des usagers vont être en groupe. Il y a des experts visiteurs qui préfèrent rencontrer les représentants des usagers individuellement, mais du coup pas tous. Ça dépend voilà, des experts. Là, pour le coup, c'est vraiment expert visiteur dépendant. Ok, et on a une question sur le délai entre la remise du rapport à la direction et les réponses fournies. Alors en fait,
Les experts vont venir, donc en visite. Il y a un premier rapport sous 1 mois qui va être envoyé, à l'établissement. L'établissement peut y répondre sous 15 jours, il me semble, et ensuite il y a la commission de certification et là, il y aura publication du rapport, il faut compter environ en tout 3 mois, quoi. 3 mois s'il y a pas de retard. Ouais, donc par exemple à Calais, les 4 rues ouais, en plus à Calais, je pense que la certification était très récente. Les 4 rues très bien intégrées et investies et reçues par les experts visiteurs en groupe. Donc voilà, ouais, il y a des experts, c'est en groupe, il y a d'autres, c'est plutôt individuellement. Les rues titulaires siègent à la CDU et doivent s'y impliquer. Les suppléants peuvent y être invités en fonction du règlement intérieur. Les rues sont dépositaires de beaucoup d'informations. Oui, ça c'est bien vrai. De plus en plus de rues sont présidents de CDU. Ça aussi. Je pense que tu peux reprendre ta présentation. S'il y a des questions qui arrivent, on les reprendra au fur et à mesure. Alors ensuite, du coup, là, c'était vraiment, cette diapo, c'est vraiment pour vous faire un petit récap sur, voilà, entre rues, vous pouvez forger votre point de vue, donc rassembler les informations disponibles, les analyser collectivement et produire une synthèse qui sera envoyée, du coup, à l'établissement. Avec les professionnels, donc participer à la préparation de la visite, donc participer aux différentes méthodes, participer à la définition des actions d'amélioration et de leurs modalités de suivi et participer au projet des usagers. Et ensuite, avec les experts visiteurs, donc participer à la visite de certification, donc assister à la séance inaugurale, échanger avec les experts visiteurs sur votre vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et assister à la restitution. Voilà, donc là, c'est pour vous donner un petit peu des petites pistes. Donc, comment s'impliquer dans la certification? Donc là, c'est vraiment quelques exemples, ce n'est pas obligatoire du tout. C'est, voilà, nous, on a le retour de certains établissements sur, voilà, comment ils ont impliqué leurs représentants des usagers. Donc, on vous a remis quelques idées et on s'est dit, bah, voilà, vous pouvez du coup piocher dans ces idées pour vous dire, bah, comment je vais participer, ça me plaît plus, ça me plaît moins et aussi prendre des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent peut-être à cœur. L'idée, c'est vraiment, voilà, de vous impliquer et de choisir comment vous impliquer dans l'établissement. Donc vous pouvez participer aux instances, aux groupes, notamment donc à la commission des usagers, au comité de pilotage qualité, au groupe par exemple sur les démarches éthiques, en participant à des groupes de travail, très spécifiques, en participant au projet des usagers. C'est notamment, comme le disait Maureen, un élément de preuve qui est attendu par la HAS depuis janvier 2023, où en fait on demande aux établissements d'avoir un projet des usagers, en proposant des rencontres avec les usagers. Donc ça peut être tenir un stand sur, un jour particulier ou se dire: «Bah, voilà, je viens dans l'établissement tel jour, pendant 2 heures et puis, je rencontre les usagers». En participant à des visites d'établissement également. Donc ça, c'est vrai que ça marche énormément où en fait, vous allez du coup pouvoir, repérer la signalétique. Est-ce que c'est accessible? Au niveau de l'ergonomie, le bruit. Est-ce que les ascenseurs sont disponibles? Est-ce qu'il y a présence ou non de poubelles? Est-ce que ou au suivi, par exemple, d'actions d'amélioration. Vous pouvez aussi, en participant aux visites d'établissement, j'ai déjà fait une visite avec un expert visiteur, regarder aussi si la cham les portes des chambres sont fermées pour, est-ce que ça respecte l'intimité? On a déjà fait une visite où en fait, la porte était ouverte et on voyait une personne un peu dénudée dans son lit. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui font que voilà, vous allez alimenter les choses au niveau de l'établissement. Vous allez pouvoir reporter ça soit au niveau de la direction qualité, soit au niveau de la direction tout simplement et vous allez pouvoir dire: «Bah, voilà, moi j'ai fait une visite d'établissement, j'ai vu ça, donc ça va, ça va. J'ai vu des petites choses qui ne vont pas, voilà, je vous le reporte» et l'idée c'est moi ce que j'aime bien dans les visites d'établissement, c'est que vous pouvez aussi quand vous croisez un professionnel, donc sans, désorganiser le service, voilà, si le professionnel est occupé, on le laisse, réaliser sa tâche. Mais l'idée c'est voilà, si les professionnels, peuvent vous donner un petit temps, c'est de vous présenter aussi et vous dire: «Bah, voilà, je suis madame, untel, madame Dutoit, je suis représentante des usagers». Expliquer votre rôle et l'idée, c'est que les professionnels, bah, voilà, quand ils vous voient, vous disent: «Ah bah, voilà, c'est madame Dutoit, représentante des usagers», enfin, voilà, commencez à vous faire connaître au sein de l'établissement. Ensuite, vous pouvez participer en tant qu'observateur dans les audits qui sont réalisés par l'établissement, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses de résultats, en utilisant aussi les sources d'informations qui sont mobilisables.
par exemple, le registre des réclamations, les lettres de satisfaction et les lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de satisfaction, les questionnaires de sortie, les enquêtes auprès des usagers. Voilà, l'idée, vous pouvez aussi vous impliquer, au niveau de tout ce qui est, de toutes ces sources d'informations et ensuite en participant à l'analyse et la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, c'est pour vous donner quelques pistes, il y en a d'autres. Là, c'est celle qu'on voit le plus souvent en établissement au niveau de la région, donc ça vous laisse un petit peu des petites pistes pour vous améliorer, pour, voilà, vous impliquer un peu plus dans l'établissement, pardon. Et si on fait un petit focus, avant les questions sur le projet des usagers, donc on a un critère sur, l'établissement implique les représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. Donc c'est le critère 3.2-11 et on demande: est-ce que le projet des usagers est formalisé et articulé avec le projet médical et soignant? Et là, en fait, on retrouve cette notion où l'usager est en partenaire des professionnels de santé de l'établissement. Donc, vous êtes vraiment en lien avec les médecins, les cadres, les soignants que vous trouvez dans l'établissement. Donc, pour vous aider, il y a un petit guide et une boîte à outils qui est proposée par nos collègues de France Asso Santé en Bourgogne-Franche-Comté et nos collègues du RECA. En fait, nous, le réseau santé qualité risque, on est en Hauts-de-France. Le RECA, eux, est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ils ont fait un petit guide et une petite boîte à outils qui est assez sympa sur le projet des usagers. Je vous ai mis le lien du coup dans le PowerPoint. Et il y a le guide du coup de l'AHS également qui est disponible et je vois que Maureen a Oui. mis qu'il y a une formation prochainement. Tout à fait. Chez France Asso Santé, on propose aussi la formation, participer à un projet des usagers en tant que RU en commission des usagers. Donc elle est programmée là en région le 19 novembre prochain à Laon. Donc n'hésitez pas, il reste de la place et je rappelle comme d'habitude pour notre offre de formation, on prend en charge les frais de déplacement si vous souhaitez vous y rendre. Donc c'est toujours un moment qui vous permet à la fois de monter en compétences et de rencontrer d'autres RU. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. J'ai remis le lien en dans le chat. Et je vais juste profiter d'avoir la parole pour répondre déjà à une première question parce que j'ai vu quelque chose sur. Il semblerait que les RU au complet auraient tout intérêt à se concerter en feuilletant ensemble le manuel de certification. Donc, Laurine, je te laisserai compléter sur le manuel de certification, mais je voulais quand même insister sur l'importance du travail collectif entre les RU, alors qu'il soit mis en avant à ce moment-là de la certification. Effectivement, c'est important, mais ça doit être un travail collectif au quotidien en tant que en tant que RU. Travailler, si vous êtes 4 RU, vous concertez pour porter des positions communes. Malgré vos différences associatives, vous êtes tous là pour la défense des droits des usagers et c'est important de donner du poids à vos messages, donner du poids à ce que vous souhaitez porter en le faisant collectivement dans vos commissions des usagers. Et donc, dans le cadre de la certification, c'est important aussi de pouvoir travailler ensemble. Et effectivement, le manuel de certification est une bonne base, savoir sur quoi on va vous interroger, savoir sur quoi l'établissement est attendu, c'est important pour aussi vous positionner, tout l'intérêt de ce webinaire ce matin. Et je te laisse compléter sur les autres questions qui sont un peu plus techniques sur la certification, Laurie. Ouais, et oui, et surtout se concerter. L'idée, c'est, nous, au réseau, ce qu'on dit, c'est que tout seul, on y arrive, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est vraiment l'intérêt c'est de mutualiser, de travailler ensemble. Et l'idée, c'est que vous allez voir en feuilletant le manuel, il y aura peut-être des représentants des usagers, comme je le disais tout à l'heure, qui seront peut-être un peu plus, se dire, moi, je serais plus partant pour faire des visites d'établissement. Moi, je suis plus sur les plaintes et réclamations. L'idée, c'est aussi de pouvoir, se concerter et travailler ensemble pour, on va dire, le combler le plus possible de critères du manuel de certification. Alors, les établissements peuvent impliquer les représentants des usagers, mais les RU doivent s'impliquer par eux-mêmes. Oui, c'est pour ça je vous donne un petit peu des pistes et on a relisté un petit peu comment vous pouvez vous impliquer parce que l'idée, c'est si l'établissement ne vient pas vers vous, n'hésitez pas à revenir vers lui en disant on vous a mis les personnes à contacter. N'hésitez pas à aller voir la direction qualité, la direction, les personnes qui sont en charge avec la relation des usagers. N'hésitez pas à aller les voir en disant moi je veux m'impliquer, comment je peux faire? Et c'est à vous aussi entre guillemets, d'aller les voir et de vous dire, moi je veux travailler avec vous.
Au niveau de PSM de l'Aisne, on va ouvrir une maison des usagers. Oui, il y a beaucoup d'établissements qui ouvrent des maisons des usagers et du coup, puis c'est un beau projet, donc c'est très, très chouette et ça permet du coup, j'espère que vous allez être impliqués du coup dans l'ouverture de cette maison et ce qui vous permettra du coup d'avoir peut-être un peu plus voilà, de temps d'échange au sein de cette maison. Et si je peux me permettre, alors là, j'avance un petit peu sur la programmation des formations en 2025 pour la délégation, mais il devrait y avoir les formations à la fois création d'une maison des usagers et participation, animation d'une maison des usagers qui seront programmées aussi en région. Et donc, c'est des formations France Asso Santé sur comment vous positionner dans ces missions-là en tant que représentant des usagers. Donc, pour ceux qui auraient des projets en cours, sachez que ça va arriver sur la délégation dans l'offre de formation. Donc, vous pourrez vous y reporter et cette offre de formation sortira en fin décembre pour l'année 2025. Alors ensuite, les experts cherchent à savoir si les rues sont connues par le personnel et les patients de l'établissement. Oui, c'est pour ça qu'on le verra après, mais il y a une méthode au niveau que les experts visiteurs vont utiliser. Là aussi, c'est une piste pour vous impliquer, mais l'idée, oui, c'est vraiment de vous faire connaître auprès du personnel, auprès des patients de l'établissement, que voilà, qu'ils puissent, si l'expert visiteur pose la question au personnel, est-ce que vous connaissez les représentants des usagers au sein de vos établissements, qu'ils puissent au moins citer un représentant des usagers au niveau des experts. Le projet des usagers doit-il être indépendant du projet d'établissement ou n'être qu'un point parmi d'autres inclus au projet d'établissement? Non, non, il doit bien être indépendant au projet d'établissement, mais en lien avec le projet médical et soignant. L'idée, c'est que dans ce projet des usagers, on voit bien le lien, le partenariat entre les usagers et les soignants, donc, et aussi les représentants des usagers avec les usagers, mais aussi les, les professionnels de santé. Et j'ai fait une faute de frappe peut-être à Franche-Comté. Je modifierai. Alors ensuite, pour vous faire un petit point sur la certification V 2024, donc attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, le manuel va changer en janvier. Donc là, on est encore sur l'ancien manuel. Il y a un tout nouveau manuel qui va paraître en janvier 2025. Donc voilà, voilà, là, on reste sur le manuel actuel. Donc la certification, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, il y a une V1, une V2, une V2 2007, une V 2014, une V 2010, V 2014, et ça est revu régulièrement par la Haute Autorité de Santé en fonction de ce que les experts visiteurs voient sur le terrain. Les versions, on va dire, de certification changent pour être au plus proche de la prise en charge des patients. Donc la certification V 2024, en fait, elle est entrée en vigueur en novembre 2020. On appelait ça la certification V 2020 et ça a été réajusté en fait tous les ans. Donc voilà, maintenant on l'appelle la V 2014. Les enjeux, donc on a un enjeu sur l'engagement du patient, sur la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat, sur le travail en équipe et sur l'adaptation aux évolutions du système de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que les experts visiteurs, en fait, la certification, le tout début de la certification, donc les certifications ont démarré, la V1, c'était en 2000, 99-2000. L'idée, c'est que les experts, au début, étaient essentiellement dans les bureaux, donc avec la direction, les ingénieurs qualité, et c'était de l'analyse de documents, etc. Et en fait, l'AGS s'est vite rendu compte que finalement, c'était sur le terrain qu'il fallait évaluer l'établissement. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que les experts visiteurs sont vraiment sur le terrain, vont aller évaluer la prise en charge du patient sur le terrain, donc vont être dans les services, vont interpeller les professionnels, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment les experts seront sur le terrain et non plus dans les bureaux. Donc c'est vraiment de l'évaluation sur le terrain. Donc au niveau du référentiel, donc du manuel de certification, il y a 3 parties. Une partie sur le patient, une partie sur les équipes de soins et une partie sur l'établissement de santé. Donc si on reprend le chapitre 1 sur le patient, je vous ai remis en fait du coup les objectifs. Est-ce que le patient est informé et son implication est recherchée? Est-ce que le patient est respecté? Est-ce que les proches ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient? Et ensuite, est-ce que les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge? Au niveau de l'équipe de soins,
Est-ce que la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient? Est-ce que les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge? Est-ce que les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique? Et est-ce que les équipes évaluent leur pratique, notamment au regard des résultats cliniques de leur patientèle? Et enfin, sur l'établissement de santé, donc là, ce sera plus au niveau de la gouvernance, où en fait, est-ce que l'établissement va définir des orientations stratégiques en cohérence avec son territoire? Est-ce que l'établissement va favoriser l'engagement des patients individuellement et collectivement? Est-ce que la gouvernance fait preuve de leadership? Est-ce que l'établissement favorise le travail en équipe? Ensuite, il y a tout des critères sur la qualité de vie au travail. Est-ce que, l'établissement dispose d'une réponse adaptée opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté? Et ensuite, il y a tout ce qui est, la dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc voilà, donc on reprend le manuel de certification, donc on voit, les chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs, eux-mêmes déclinés en plusieurs critères. Donc le manuel de certification, si on reprend, donc on a vu le chapitre 1, le patient, le chapitre 1.2, l'objectif 1.2, le patient est respecté. Et en fait, on retrouve dans l'objectif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 critères. Donc on a les 8 critères sur le patient est respecté. Donc on aura le patient bénéficie du respect de son intimité et sa dignité. Est-ce que le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté? Voilà, donc les critères sont à chaque fois déclinés et les critères qui sont en rouge, c'est des critères impératifs. C'est-à-dire si l'établissement ne répond pas à ce critère, il y a une fiche anomalie qui est, élaborée par les experts visiteurs et souvent quand il y a fiche anomalie, c'est que derrière le résultat de certification est impacté. Donc voilà, si on reprend par exemple le critère 1.2-01, le patient bénéficie du respect de son intimité et sa dignité. Donc là, vous avez toujours une intro sur ce qui va être recherché. Et ensuite, on retrouve l'élément d'évaluation. L'élément d'évaluation, c'est comment les experts visiteurs vont aller évaluer ce critère. Donc on le voit sur le côté, on a patient traceur. Donc en fait, les experts visiteurs utiliseront la méthode du patient traceur et des observations. On verra les méthodes hein, une à une après. Au niveau de la méthode du patient traceur, en fait, on voit bien. Donc là, c'est indiqué patient. Les experts visiteurs iront voir du point de vue du patient, est-ce que les conditions d'accueil et de prise en charge ont respecté sa dignité et son intimité. Donc là, les experts iront poser les questions via la méthode du patient traceur au patient. Est-ce que votre dignité, votre intimité ont été respectées? Est-ce que les professionnels ferment les portes lors d'un soin? Est-ce que les professionnels ferment les portes en sortant de la chambre? Est-ce que vous avez un nombre suffisant de toilettes au sein de votre chambre? Au niveau de l'hygiène des locaux, comment vous trouvez l'hygiène des locaux, etc. L'état des chambres, etc. Du point de vue du patient, est-ce que les professionnels respectent sa dignité et son intimité? Et au niveau des observations, donc les experts visiteurs iront rechercher est-ce que les équipements et les locaux garantissent la dignité de ces patients? Est-ce que les pratiques garantissent la dignité des patients? Donc voilà ce qu'on retrouve dans le manuel. Et ensuite, on a les méthodes d'évaluation. Donc on a le référentiel avec 3 chapitres: patient, équipe, soins et établissement de santé. Pour le chapitre patient, en fait, la méthode qui sera utilisée, c'est essentiellement le patient traceur. Pour la méthode soins, la méthode qui sera utilisée, ce sera essentiellement le parcours traceur, avec plus ou moins des traceurs ciblés. Pour la méthode pour l'établissement de santé, la méthode qui sera utilisée, c'est l'audit système, avec plus ou moins des traceurs ciblés. Et ensuite, on a des observations, et en fait, ces observations seront concomitantes à toutes les méthodes. On va retrouver des observations dans la méthode du patient traceur, on va retrouver des observations dans la méthode du parcours, etc. Donc ça, c'est les différentes méthodes d'évaluation qui seront utilisées par les experts visiteurs. Si on reprend la méthode du patient traceur, donc la méthode du patient traceur, en fait, c'est les experts visiteurs qui vont mener l'entretien. Donc c'est un expert visiteur médecin. Et donc l'expert visiteur aura une grille d'évaluation. Donc ça, la grille d'évaluation, l'établissement y a accès via la plateforme Calista. Donc vous pouvez avoir accès aux grilles d'évaluation des différentes méthodes et qui est adaptée du coup au profil du patient. Si on est plus sur la maternité, ce sera une grille plutôt adaptée à la prise en charge au niveau maternité. Si on est plus dans un établissement SMR, ce sera une grille adaptée aux établissements de soins de suite et de réadaptation. Donc la méthode du patient traceur. Dans un premier temps, en fait, on va identifier le patient.
on va informer le patient et recueillir son consentement. Donc on va aller voir le patient, donc là c'est à l'établissement, hein, d'aller informer le patient, d'aller lui dire: «Bah, voilà, les experts, viennent par exemple demain, réaliser la visite de certification». On explique un petit peu ce qu'est la visite de certification. Est-ce que vous souhaitez, répondre aux questions des experts visiteurs? On l'informe sur la méthode et on recueille son consentement. Et donc le jour J, les experts visiteurs vont rencontrer le patient et vont rencontrer ensuite l'équipe. Et il y a une synthèse qui sera faite avec du coup les points forts et les points à améliorer. Donc vraiment, la méthode patient-traceur, c'est vraiment centré sur le parcours d'un patient. En fait, l'évaluation ne va pas consister du coup à suivre le patient tout au long de sa prise en charge. L'idée, c'est d'avoir un entretien avec le patient sur un instant T de sa prise en charge. Et du coup, on va évaluer le patient de l'amont de son hospitalisation à l'aval. L'idée, c'est voilà, on voit le patient et on lui dit: «Bah, comment s'est passée votre admission? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu? Est-ce que les professionnels ont bien évalué votre douleur? Est-ce qu'il y a une échelle qui a été utilisée?» Enfin voilà, est-ce que vous êtes venu avec des médicaments, du domicile? Est-ce que vos médicaments ont été repris? Est-ce que vous les avez en chambre? Voilà, c'est toutes ces questions qui vont être posées du coup, aux patients. Et donc l'idée, c'est vraiment d'analyser la prise en charge globale du patient, de son entrée à l'hôpital jusqu'au moment de son entretien. Donc voilà l'exemple. Si par exemple on prend le patient qui a réalisé une chirurgie, donc si le patient, est arrivé, avec le SAMU, le SMUR, il est passé par les urgences, il est passé au bloc et ensuite en chirurgie, les experts donc il est proche de la sortie, les experts iront l'interviewer donc au niveau de la chirurgie, proche de la sortie pour lui demander, bah, voilà, comment ça s'est passé au niveau des urgences, au niveau du bloc, au niveau de la chirurgie, au niveau de l'hygiène, de la confidentialité, de la prise en charge médicamenteuse, du risque infectieux et cetera. Donc de toute façon, les grilles, vous pouvez les retrouver donc sur Calista, ça votre établissement y a accès. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision croisée, d'avoir la vision du coup, de réunir les professionnels de l'équipe autour de la prise en charge du patient, tout au long de son parcours, en prenant en compte de son expérience et d'avoir une vision croisée de la prise en charge du patient. Donc voilà, la vision croisée, c'est le vécu du patient et de son entourage, les faits relatés par les professionnels et les éléments du dossier. L'idée, c'est voilà, lors de la méthode du patient traceur, les experts iront interviewer le patient, ensuite ils iront interviewer l'équipe, iront voir un petit peu les éléments dans le dossier, les éléments qui ont été tracés dans le dossier, et du coup vont pouvoir faire ressortir les points forts et les axes d'amélioration et répondre aux critères du coup de la certification. Ensuite, un peu plus rapidement, parce que c'est vraiment la méthode, je pense, patient-traceur qui, peut vous intéresser le plus et c'est surtout celle où vous pouvez, du coup, si vous voulez aussi vous impliquer, demander par exemple à la direction qualité, vos ingénieurs qualité, de dire: «Bah, voilà, si vous avez, les établissements, réalisent énormément, hein, de patients traceurs pour s'entraîner. Si vous souhaitez un jour participer à un patient traceur, vous pouvez bien évidemment venir en tant qu'observateur si le patient en est d'accord, hein». Donc au niveau de la méthode parcours traceur, donc là, ce sera le parcours qui sera évalué. Donc on va évaluer surtout la coordination et la continuité de la prise en charge du patient et du travail en équipe. Donc en fait, là, ici, les experts ne vont pas rencontrer le patient. L'idée, c'est de prendre un dossier un petit peu fil rouge et de regarder un petit peu le parcours du patient. Avec, voilà, l'idée, c'est, de s'axer vraiment sur la continuité et la coordination des soins entre les différents secteurs. Donc les experts vont identifier du coup un parcours. Donc ça également, l'établissement, a l'identification du parcours en amont, l'identification des patients traceurs également, va rencontrer les équipes impliquées et réaliser le parcours physique du patient. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, si le patient est passé, par les urgences, est allé au bloc et ensuite est allé en service de chirurgie, les experts visiteurs vont exactement faire la même chose, vont aller au niveau des urgences, et vont se mettre un petit peu dans la peau du patient et poser les questions du coup aux professionnels. Donc là aussi, il y a des grilles pour, aider sur lesquelles les experts visiteurs donc, vont cocher les différents critères si, le critère a été évalué positif ou non. Ensuite, on a la méthode du traceur ciblé. Donc ça, c'est la méthode du traceur ciblé, en fait, c'est on va choisir un traceur
Donc ça peut être, il y a les traceurs sont définis, hein, par la Haute Autorité de Santé. Donc il y a 6 traceurs qui ont été préalablement définis. Il y a un traceur sur le circuit du médicament, un traceur sur la gestion des produits sanguins labiles, un traceur sur la gestion des événements indésirables, un autre sur la prévention des infections associées aux soins, un accueil sur l'accueil non programmé et sur le transport intra-hospitalier des patients. Donc on va choisir le traceur, si par exemple on prend le circuit du médicament et les experts vont reconstituer le circuit, vont identifier les professionnels qui y sont impliqués, vont échanger avec les professionnels et vérifier les bonnes pratiques et vont consulter du coup la documentation s'il y en a besoin. Donc là, je vous ai mis un exemple de traceur ciblé sur le médicament. L'idée, c'est vraiment, donc voilà, si on reprend circuit du médicament, l'idée, c'est de partir d'une prescription. Donc les experts visiteurs vont partir d'une prescription, par exemple, d'un médicament à risque et vont vérifier du coup la mise en œuvre des bonnes pratiques de prescription. Ensuite, au niveau, de la pharmacie, ils iront voir, donc voilà, l'idée c'est de faire le circuit au niveau de la pharmacie, donc comment, la pharmacie prépare les médicaments. Donc vérifier du coup la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau de la dispensation et donc les experts visiteurs iront interviewer les pharmaciens. Au niveau du transport, est-ce que le médicament comment ça se passe au niveau du transport? Donc vérifier la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau du transport des médicaments et ensuite au niveau de l'administration. Est-ce que l'équipe soignante vérifie la mise en œuvre des bonnes pratiques d'administration? L'idée, c'est vraiment de refaire vraiment tout le circuit au niveau d'un traceur ciblé. Et donc, il est bien important de voilà, si on pour faire la différence entre le patient traceur et le traceur ciblé, donc si on suit le circuit du médicament, le circuit, on va utiliser la méthode du traceur ciblé. Si on est plus sur la prise en charge médicamenteuse, ce sera plus un patient traceur où on ira demander au patient, voilà: «Est-ce que vous êtes autonome pour prendre vos médicaments? Est-ce que vous êtes arrivé avec, des médicaments personnels au sein de l'établissement?» Ce sera plus sur la prise en charge médicamenteuse au niveau des usagers. Et ensuite la méthode de l'audit système, donc ça, c'est une méthode en fait où on part plus du terrain. Les autres méthodes, les experts visiteurs sont vraiment, sur le terrain. Là où en fait on est plus sur le chapitre 3 sur la gouvernance, où en fait, l'idée c'est vraiment de voir un petit peu la gouvernance, voilà, ce qui est, prévu par l'établissement, ce qu'il faut faire donc au regard du référentiel et ce qui est fait vraiment dans la réalité. Donc l'idée, c'est que les experts vont partir du terrain, de la gouvernance pour ensuite décliner sur le terrain et voir un petit peu, comment ça se passe sur le terrain si, voilà, par exemple, les procédures et tout ça sont bien, mises en œuvre au niveau du terrain. Et ensuite, donc là, l'audit système en établissement, donc là, la consultation de la documentation par, l'établissement, la rencontre avec la gouvernance et l'encadrement, la rencontre avec les professionnels de terrain et c'est là où la rencontre avec les représentants des usagers, arrive. C'est dans la méthode de l'audit système où en fait les experts visiteurs vont vous rencontrer. Donc si on reprend, si on fait un petit focus sur la rencontre avec le représentant des usagers, donc l'évaluateur va s'assurer de l'implication des représentants des usagers et des associations de patients dans la vie de l'établissement. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc souvent, ça dure environ 1 heure. Donc l'idée, c'est que voilà, les experts vont essayer de détecter un petit peu les difficultés que vous avez à vous impliquer dans la vie de l'établissement et rechercher avec les représentants les actions d'amélioration à mettre en place pour favoriser du coup leur participation à la vie de l'établissement. Donc l'idée, c'est, voilà, de prendre un petit peu les devants et de dire: «Bah, voilà, voici mon niveau d'implication, voilà comment je m'implique dans l'établissement, comment je participe aux instances» et cetera. Donc il y a des fiches pratiques, à destination des représentants des usagers. Je crois que je vous les ai remis à la fin, sinon elles sont sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, il y a les observations. Alors là, les observations, je pense que ça peut être, également une bonne idée pour vous impliquer au sein des établissements. Donc en fait, les observations, c'est ce qui va permettre d'évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité d'une unité, d'un service de l'établissement. Au niveau de toutes les méthodes qu'on a vues, il y aura des observations. Et donc les experts visiteurs vont aller sur le terrain, vont poser les questions aux professionnels en fonction de la grille, d'évaluation, mais il y aura également des observations. Les observations, ça peut être sur, heu, le respect de la dignité et de l'intimité des patients. Je vous ai remis un exemple, absence de patients dénudés, porte de chambre fermée, patients traités avec égard et cetera.
Ça peut être au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des rampes d'accès dédiées? Est-ce que la hauteur est adaptée des présentoirs à des guichets d'accueil? Est-ce que les sanitaires sont adaptés, et cetera? Donc l'idée, voilà, c'est pour vous mettre un petit peu des exemples d'observation. Et en fait, ce qu'on a vu en région et ce que les experts visiteurs ont apprécié, c'est que certains établissements, en fait, ont donné cette liste d'observations à leurs représentants des usagers. Donc les représentants des usagers avaient la liste des observations et l'idée, c'était que le représentant des usagers, sur une journée donnée, une demi-journée ou quelques heures, se disait: «Ben voilà, allez, je vais aller dans l'établissement, je vais aller dans les services et puis je reprends la liste des observations qui seront du coup observées par les experts lors de la visite et puis je vais aller checker si tout y est». Et l'idée, c'est, bah, voilà, de faire d'une pierre deux coups parce que, du coup, ça permet à l'établissement d'avoir un regard extérieur parce que vous savez que les professionnels, en étant, très souvent en établissement, finalement, ne voient plus très bien les affichages et cetera, ne savent plus s'ils ont fermé la porte de la chambre ou autre. Donc l'idée, c'est de vous avoir apporté votre regard extérieur, d'avoir cette checklist des observations, d'aller sur le terrain et de vous dire: «Bah, voilà, moi, je vais checker. Est-ce que, par exemple, il y a des solutions hydroalcooliques, dans chaque service?» Hop, je vais aller checker. Est-ce que je vais regarder, je vais attendre un petit peu, je vais observer, est-ce que les professionnels font un lavage de mains avant et après chaque soin? Avant de rentrer en chambre et en sortant de la chambre? Voilà, l'idée, c'est d'avoir cette checklist et puis vous, ça fait d'une pierre deux coups, parce que ça vous permet, lors de l'entretien avec, les experts visiteurs, de dire: «Ah bah oui, pour préparer l'établissement à la visite de certification, je me suis permis de voilà, de rechecker les observations et puis, voilà, et d'avoir des axes d'amélioration et de dire à l'établissement: «Donc ça, c'est OK. Par contre ça, bah, voilà, j'ai vu quand même des portes de chambre ouvertes. Bon, les patients n'étaient pas dénudés, mais voilà, est-ce que c'était, sous accord du patient? Par contre, il manquait la charte du patient hospitalisé. On n'avait pas les coordonnées des représentants des usagers en entrant dans l'établissement. Enfin, l'affichage, il manquait des choses». L'idée, c'est vraiment, pour vous de voir un petit peu, d'apporter votre regard extérieur et de pouvoir vous impliquer, d'une autre manière du coup, heu, à la préparation de la visite de certification. Et juste pour faire un petit focus, donc en fait, les grilles, vous les retrouvez sur la plateforme Calista. Donc tous les établissements y ont accès. Donc vous avez les grilles patient traceurs, les grilles parcours traceurs, les grilles traceurs ciblés, les grilles audit système où en fait comme vous pouvez le voir, l'avant-dernière, c'est la grille représentant des usagers où en fait vous avez toutes les questions qui peuvent être posées du coup, qui peuvent vous être posées. Et donc ça, les établissements, y ont accès. Vous pouvez demander du coup à vos établissements de vous transmettre du coup le document. Donc voilà un exemple de grille, donc c'est pas très sympa, hein, c'est en noir et blanc et cetera. Mais au moins ça vous permet d'avoir les grilles qui sont utilisées par les experts visiteurs et de vous entraîner sur heu, les mêmes grilles en fait. Et donc au niveau des résultats, en fait, les grilles, c'est du oui, non ou non applicable et donc voilà, ce qui permet d'avoir ensuite des graphiques, donc des diagrammes radars que vous avez juste ici. Et toujours une publication des résultats, à l'établissement de santé concerné, une diffusion publique sur le site Caliscope et au niveau de l'ARS, je vous ai mis le lien vers Caliscope si vous souhaitez avoir accès au au rapport de certification de votre établissement ou de l'établissement voisin. Voilà, c'est totalement public. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de vous retrouver la grille, représentant des usagers. Hop. Alors j'avais vu, ouais, c'est vrai que madame Corral, quand vous dites, certification tous les 4 ans, mais ne pas faire stop, la qualité est une continuité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien une démarche qualité continue. L'idée, c'est qu'il y a la visite de certification sur un instant T sur une semaine, mais c'est voilà, il faut continuer à s'entraîner. L'idée, c'est vraiment une démarche qualité continue. De toute façon, les établissements où il y a un soufflet après certif et où en fait, l'établissement ne fait plus rien jusqu'à la prochaine visite, souvent la visite se passe, plutôt mal et voilà.
L'idée, c'est vraiment de garder cette continuité de qualité, tout au long de la prise en charge. La maison des usagers est-elle intégrée dans la certification ou alors c'est au RU de rechercher leur avis pour l'intégrer globalement et dans son projet des usagers? La maison des usagers, elle ne sera pas intégrée, dans la certification. Par contre, vous pouvez, lors de l'interview avec les experts ou même, l'intégrer dans le projet des usagers. Ça, il y a aucun souci. Donc ça, faut vraiment, l'indiquer aux experts. Depuis 24 ans, progression, mais toujours nécessaire de répéter les choses basiques comme pas de bijoux, vernis, même dans les services de réa, sécurité des patients. Bah oui, et c'est pour ça qu'on dit: «Il faut une démarche qualité continue» parce qu'en fait, si vous dites à un professionnel: «Ben, cette semaine-là, il y a des experts qui viennent, cette semaine-là, faut pas mettre de bijoux». En fait, non, ça marche pas du tout, quoi. L'idée, c'est, moi, je suis allée encore en établissement jeudi dernier pour un accompagnement et j'ai encore vu aussi, des bagues, du vernis, dans un service, bon, qui était pas un service de réa. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, d'avoir cette démarche continue et d'apporter les bons messages aux professionnels pour qu'ils s'impliquent eux aussi et qu'ils voient l'intérêt du coup de de cette démarche. Comment est identifié le patient dans la méthode du patient traceur? Alors en fait, en fonction des spécificités de votre établissement, voilà, si on est, par exemple, dans un établissement MCO, vous allez avoir un patient qui sera, en médecine, un patient en chirurgie, un patient obstétrique et donc l'idée, c'est, voilà, il est identifié. Après, c'est l'AHS va envoyer le calendrier de visite à l'établissement et dans ce calendrier de visite, va dire: «Bah, voilà, on va faire, 8 patients traceurs. Il y aura, 2 patients traceurs, obstétrique, par exemple, césarienne en urgence, césarienne programmée. Et l'idée, c'est ensuite à l'établissement d'aller voir, les patientes qui, ont été sous césarienne ou césarienne programmée. Enfin, ça se fait pas en avance malheureusement, mais, de leur, d'aller les identifier et d'en identifier 3 à 5 et c'est les experts le jour J qui choisissent, la patiente qui sera interviewée. Alors pour les fichiers, donc pour la méthode, pour les grilles, de rencontre avec les usagers, je vais vous la retrouver et vous la mettre, On pourra mettre tout à disposition avec le replay. ah bah ouais, ouais. Donc Je vais vous vous retrouverez, envoyer j'ai déjà donné le site, vous retrouverez le replay d'aujourd'hui ainsi que le diaporama et on pourra aussi mettre quelques liens complémentaires sur notre site internet auquel vous pourrez accéder en plus du webinaire. et ensuite du coup là sur la diapo, je vous ai remis un du coup, s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers. Donc ça, c'est un guide à destination des représentants des usagers. Donc qui est toujours d'actualité. C'est un guide HS qui a été, réalisé par les représentants des usagers pour les représentants des usagers. Donc n'hésitez pas, hein, c'est une mine d'informations et ensuite je vous ai remis du coup, le les liens vers les fiches pratiques, notamment destinées aux représentants des usagers, les guides d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers et la fiche pédagogique qui peut également vous aider. Donc là, voilà les guides d'entretien et les fiches pratiques, c'était pour vous donner une petite info. Et là, les fiches pédagogiques sur l'évaluation de l'engagement du patient et des usagers et sur l'évaluation des droits des patients qui peuvent, également vous intéresser. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Alors, je sais pas, j'ai eu un moment d'absence, je sais pas si est-ce que tu as pu répondre à la question, dans le fil question sur, les patients HAD? oui, Hop. c'était si l'HAD était, Non, alors je alors le c'est pas la même parcours question. patient en HAD, le parcours patient s'inscrit plus dans le temps que dans le transfert entre différents services, puisque le patient reste à domicile. Comment cela se passe-t-il en termes de patient traceur, pardon?
Alors les experts vont au domicile du patient. En fait, pour, l'hospitalisation à domicile, c'est exactement la même chose que pour, le l'hospitalisation, enfin les établissements, on va dire, d'hospitalisation sur site. Mais pour l'hospitalisation à domicile, donc les experts visiteurs vont, venir, dans l'HAD et vont ensuite prendre la voiture pour aller interviewer le patient au domicile. Alors, puis-je poser une question en dehors de la certification? Alors, vous pouvez la poser, on verra si on y répond. En tout cas, on ne peut pas vous Oui. brider sur le chat. On verra si on y répond et si ça rentre dans le cadre de ce webinaire, mais n'hésitez pas. En tout cas, j'ai retrouvé la grille, enfin les questions qui sont posées aux représentants des usagers. J'enverrai à Maureen du coup le document. Vous avez du coup toutes les grilles audit système et les questions qui peuvent être posées, c'est tout à la fin. Voilà. Alors un RU peut-il demander à assister à une RMM? Alors, Alors là, si je peux me permettre, je sais que ça se fait. ouais, je pense que vous pouvez. Après, je sais qu'il y a certains établissements qui peuvent refuser parce que donc RMM souvent c'est suite à un décès. Donc voilà, si vous n'avez pas de lien direct avec, l'événement, enfin voilà, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts et cetera, vous pouvez demander d'assister à une RMM et de voir comment ça se passe. Il y a pas de souci, hein. Je vais donner un lien. Je sais que nos collègues d'Île-de-France ont travaillé sur cette question-là. Ils ont fait une enquête auprès des RU sur leur implication dans CRMM. Donc, si ça vous intéresse de lire un peu plus sur ce sujet-là, je vais vous envoyer le lien directement d'accès à l'enquête et qui permet aussi de voir un petit peu comment ces RU sont impliqués quand ils participent. Voilà, je vous l'envoie tout de suite. Voilà, on a un exemple notamment dans le chat qui dit qu'une des RU qui est présente participe au RMM. Donc c'est une possibilité qui peut être donnée, c'est pas une obligation, et on a quelques témoignages en tout cas qui vont dans ce sens-là. Alors juste, voilà, si ça peut je pense que ça peut peut-être vous intéresser. On organise régulièrement des retours d'expérience où en fait les experts visiteurs de la région, voilà, nous expliquent un petit peu comment se sont passées les dernières visites, sur quel point, voilà, les établissements ont été en difficulté. On a aussi également des retours d'expérience d'établissements sanitaires sur, voilà, leur visite de certification. Donc si vous souhaitez, avoir des retours, ça peut être intéressant et également des établissements médico-sociaux sur l'évaluation, ESSMS. Donc voilà, les retours d'expérience sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien également dans le PowerPoint, donc vous pouvez, accéder. Donc sur YouTube, vous allez sur la chaîne du réseau santé qualité risque et vous avez, l'ensemble des retours d'expérience et c'est plutôt sympa. On voit comment l'établissement s'est préparé, à la visite de certification, comment notamment il a impliqué ses représentants des usagers, comment la visite s'est passée, mais aussi l'après. Voilà, comment il a présenté les résultats et ne pas, voilà, avoir se souffler et garder cette dynamique, heu, qualité, au quotidien. OK, bah, j'en profite pour rebondir. J'ai vu des échanges sur des difficultés, notamment d'affichage de la composition de la CDE. Alors pour rappel, c'est une obligation légale que ce soit affiché dans l'établissement et donc dans les services. Le fait que les établissements, rentrent dans les clous pour la certification et ne on va dire que le soufflet retombe par la suite comme, pour reprendre ton expression Laurine, j'ose espérer que c'est très rare, et que
puisque comme on le disait, c'est pas dans leur intérêt. Finalement, la certification revient quand même très régulièrement. Vous, ERU, vous êtes là sur une période qui est quand même plutôt longue, 3 ans, voire plus. Il y a un nous, on insiste sur le fait que aussi, oui, quand on parlait du travail collectif entre ERU, c'est pas seulement entre ERU de l'instance en cours, c'est aussi si vous avez des successeurs qui vont arriver, si vous laissez votre place, si vous avez pris la place aussi de précédents ERU, où il y a tout un lien à faire avec ces personnes et ces bénévoles, et donner aussi des éléments sur comment s'est passée la précédente certification, peut-être des points d'attention, j'irai pas jusqu'à le terme point d'alerte, mais des points d'attention dans le travail de ERU et sur le mandat, et sur attention, il y aura la prochaine fois la prochaine CDU, et c'est des points sur lesquels il faut rester vigilant pour qu'il y ait une vraie continuité entre les différentes CDU en fonction de leur composition tout au long des mandats, et qu'il n'y ait pas une rupture parce qu'on change de ERU et de se dire qu'on redémarre à zéro. Donc cette certification permet aussi de vous appuyer, mais toujours l'importance du collectif et de travailler ensemble entre ERU, et aussi de faire ce lien d'une composition à l'autre. Et donc je vois qu'on a des éléments sur l'affichage. Au-delà de l'affichage, effectivement, dans les services, la composition doit être aussi dans le livret d'accueil qui est remis aux patients en entrée d'hospitalisation. Donc c'est des éléments sur lesquels vous devez travailler en tant que ERU en CDU, et vous devez veiller à ce que ces éléments apparaissent. Et là, on est sur des obligations légales qui s'appliquent à l'établissement sur ces informations-là et qui doivent apparaître obligatoirement. Et donc, vous devez veiller, vous, en tant que ERU, à faire apparaître. Laurine, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, en tout cas, sur la certification. Moi, j'en profitais donc pour vous rappeler un petit peu notre programme de formation sur la fin d'année donc en région Hauts-de-France. On a déjà parlé de la formation sur le projet des usagers, mais on a une offre de formation qui est plus large. On arrive forcément sur la fin là avec les derniers mois de l'année, mais on a des formations par exemple, on a eu beaucoup de questions sur l'HAD, l'hospitalisation à domicile. On a une formation dédiée aux ERU qui siège sur des CDU d'hospitalisation à domicile qui sera le 14 novembre en visio. On a pour les bénévoles qui seraient de vos associations et qui se questionnent encore sur le fait de devenir ERU ou non, les formations de devenir ERU, une qui est programmée en visio jeudi prochain, une autre qui sera programmée mardi 15 à Lille. Donc on a toute cette offre de formation, et je voudrais insister sur le dernier élément important de l'année qui sera donc les assises des représentants des usagers, qui sont l'événement annuel dédié à vous, représentants des usagers. Cette année, elles sont donc le 3 décembre à Arras, donc de 9h30 à 16h30. La thématique qu'on a choisie, c'est représentants des usagers, quel relayeur êtes-vous? J'espère que vous voyez le lien avec une thématique annuelle, je pense qui nous a tous mobilisés, et avec les Jeux Olympiques. Et nous, on va essayer de vous donner plein d'éléments sur comment réaliser votre mandat, comment travailler sur ce collectif, et avec les autres ERU, et en partenariat dans vos établissements, dans vos différents mandats. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, donc à vous inscrire pour ces assises le 3 décembre. La prise en charge est la même que pour les formations, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, on prend en charge les frais de déplacement dans le cadre de ces assises. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je viens de vous repartager le lien. Et donc, je vais repasser donc sur le diaporama précédent pour arriver à la toute fin de cette présentation. On est sur j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. On avait une petite réaction sur le fait que le livret d'accueil devient de plus en plus électronique. D'accord, mais ça n'empêche pas le papier, et même s'il est électronique, ça n'empêche pas d'avoir les informations requises. Voilà. Laurine, est-ce que tu as quelques mots pour cette fin de webinaire?
Ben non, merci à tous. Je vois qu'on si vous avez des questions même parce que là, c'est vrai qu'on vous a quand même donné pas mal d'infos, sur 1 heure et demie. Si vous avez des questions qui vous reviennent, sachez qu'on reste disponible, si vous avez besoin. On a remis nos petits mails ici, donc n'hésitez surtout pas et puis n'hésitez pas, à aller dans vos établissements et puis, demander, voilà, n'hésitez pas à vous impliquer et puis demander à vos interlocuteurs de vous impliquer encore plus dans cette démarche qualité qui permettra à l'établissement du coup, de préparer cette, visite de certification, au mieux. Bah, merci beaucoup Merci à tous en Laurine. tout cas. Merci Laurine, merci à toutes et à tous. Bah, comme d'habitude, on a la chance d'avoir à la fois une présentation très instructive et les questions qui font aussi la qualité des échanges et la variété des échanges dépendent aussi de vous et de l'intérêt que vous portez à notre webinaire. Donc, je veux au-delà de remercier Laurine, remercier tous les participants qui ont été très actifs aujourd'hui et qui ont permis d'avoir des échanges très intéressants. Je vous remercie à tous. Je rappelle que tous les éléments qu'on a pu mettre en avant aujourd'hui vont être mis à disposition sur la page de replay des webinaires sur notre page régionale. Donc avec le replay, le diaporama, tous les liens qu'on a pu évoquer. Et puis retrouver aussi l'ensemble de la programmation de formation de la délégation sur cette fin d'année avec tous nos événements, tout ce qui est dédié à vous, représentants des usagers, pour vous outiller dans vos mandats au quotidien et que vous puissiez faire au mieux dans vos instances et établissements. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions ou de besoins pour la réalisation de votre mandat. Bonne journée à vous et au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.